Bonjour à tous, c'est Quentin de Mime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va vous aider à faire progresser vos ventes et c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il est épineux et c'est l'une des raisons qui fait que parfois les commerciaux sont mal vus. C'est en fait la question de la place de la psychologie dans la décision d'achat des prospects, des acheteurs. Aujourd'hui, je vais en parler notamment via le prisme d'un livre qui est ce livre de Robert Cialdini qui est hyper intéressant parce qu'il est pédagogique et c'est utile en vente, mais c'est aussi utile dans la vie de tous les jours. Euh, Si vous regardez cette vidéo pour essayer de manipuler les gens ou faire de la vente par des moyens obscurs, vous pouvez partir tout de suite parce que moi je veux pas aider ces gens-là. Quittez la vidéo, allez voir ailleurs. Ici, on va simplement essayer de comprendre les mécanismes psychologiques sous-jacents aux décisions d'achat. Pourquoi bien parce qu'en fait, on ne peut pas les ignorer, il faut en tenir compte. On parlera de certains facteurs qui sont évidents et derrière lesquels vous n'avez peut-être jamais mis de mots et ça vous aidera donc à mieux les aborder. Alors il y en a 6, on va les regarder un par un. On va se baser un petit peu sur le livre qui les explique très bien et aussi sur les bonnes pratiques, le benchmark de Mime et les conseils de commerciaux, puisque l'idée c'est d'appliquer des conseils psychologiques au métier de commercial B2B. Alors, évidemment, même s'il y a une part rationnelle qui existe dans la décision d'achat, le prix, les fonctionnalités de l'outil, sa propension à être une solution, pour moi c'est la partie majoritaire. Il y a aussi des mécanismes psychologiques qui se jouent et des mécanismes émotionnels qui viennent prendre un rôle dans la décision d'achat, donc c'est très important de les voir. Le premier de ces principes psychologiques, ça s'appelle la réciprocité. La réciprocité, c'est ce qu'on nous a appris depuis notre tendre enfance et qui est devenu maintenant un automatisme. C'est simplement le fait que quand quelqu'un vous offre quelque chose, eh bien souvent vous allez vous poser la question de comment vous pouvez le remercier, lui rendre ce qu'il vous a offert. Donc vous faites inviter par exemple à un dîner, en sortant du dîner, presque immédiatement vous allez dire comment est-ce que je vais pouvoir inviter cette personne une autre fois. Si vous avez un ami qui vous a offert un cadeau pour votre anniversaire, il y a de fortes chances que vous aussi vous lui offriez un cadeau pour son anniversaire. Donc le concept de réciprocité, en fait, c'est simplement le fait qu'on vous donne quelque chose, qu'on vous apporte quelque chose, ça crée une forme de dette. Et le principe de la réciprocité, c'est le fait que quand quelqu'un vous apporte quelque chose, vous donne, vous offre quelque chose, vous apporte de la valeur, si on parle en termes commerciaux, eh bien ça va créer une dette. Vous allez être détendeur d'une dette et il va vous falloir vous en acquitter. Et comment on s'acquitte d'une dette? Et bien ça va être en rendant l'appareil à la personne. Alors pour illustrer ce principe en vente, il y a une super expérience qui a été faite dont je vais vous parler avec des canettes de Coca-Cola et la vente d'un... alors c'est l'exemple vraiment qui est pris dans le livre, là je vous le résume simplement, et la vente de billets de tombola. Donc en fait on a mis dans une pièce des participants qui ne savent pas de quelle expérience ils sont sujets et on est allé les voir, il y a un vendeur qui est allé les voir et qui a tenté de leur vendre des billets de tombola. Et en fait, ce qui s'est passé, donc il allait voir, il discute avec eux, il leur vend des tombolas, il fait un chiffre X et la première enquête, le premier test s'arrête là. Deuxième test, la personne rentre dans la pièce, donc le vendeur rentre dans la pièce, il discute avec la personne, il s'en va, il revient avec une canette de coca en disant « Est-ce que tu veux un coca? Tiens, je te l'offre » en discutant avec la personne. Et là, de quoi on se rend compte? C'est que en offrant un coca en amont à la personne, il va multiplier ses résultats. Alors de combien ça multiplie? C'est ça la question, on veut du rationnel. Et bien en fait, ça multiplie par 2 les résultats de vente dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en offrant un coca, il a vendu 2 fois plus qu'en ne le faisant pas. Et ce qui est drôle, c'est que le billet de tombola, il coûtait 2,5 fois plus cher que le coca qui a été offert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça a été élucidé plus tard dans le livre, ça veut dire que quand vous avez une dette envers quelqu'un, vous préférez offrir un peu plus que la même chose, on va dire, en contrepartie. Et cet exemple du ticket de tombola l'illustre très bien. Alors maintenant, il faut se méfier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes, et c'est là où on va être dans la ligne entre la manipulation et l'influence, c'est qu'il y a des personnes qui vont créer une dette volontairement pour vous obliger à faire quelque chose que vous n'auriez pas fait forcément. Et là, c'est hyper important d'en prendre conscience. Quand vous en êtes victime, entre guillemets, c'est de poser le jeu et de dire c'est pas parce que cette personne, qui que ce soit d'ailleurs, vous offre quelque chose que vous êtes redevable. Ça, c'est la première chose dont on a tendance à pas se souvenir, mais je pense qu'il est important à s'appliquer. Sur le principe de la réciprocité, en fait, il y a 2 manières de le voir. On peut utiliser la réciprocité pour, par exemple, créer du lien en début de rendez-vous et commencer soit par s'ouvrir, apporter d'abord des choses sur la table, mettre des choses sur la table
pour donner envie à l'autre personne de faire de même. Ça, pour moi, c'est faciliter une relation et ça n'a rien de manipulateur. En revanche, si vous utilisez la réciprocité pour forcer la main à quelqu'un, là, je pense qu'il y a un problème de comportement. C'est pas du tout à recommander. Pour résumer simplement le principe de réciprocité, comment on s'en sert, je dirais sainement, c'est simplement le dire que en donnant d'abord, d'une manière ou d'une autre, il y a des chances qu'on finisse par recevoir. Et je pense que le tout, il est dans la nuance et dans la mesure. Si on donne quelque chose précisément dans le but de mettre quelqu'un dans une position justement de dette volontaire et désagréable, je pense que là, on est dans la manipulation et c'est la limite à ne pas franchir. Il y a pas mal de méthodes d'arnaque qui sont basées là-dessus, où on vous force la main pour vous donner des choses. Je ne vais pas vous en parler, mais je pense que vous les connaissez. Et voilà. Et c'est là où, par exemple, on peut franchir une frontière, une limite à ne pas dépasser. Le deuxième principe psychologique qui nous influence et qui participe à la décision d'achat, c'est le principe d'engagement et de cohérence. Alors celui-là, on le connaît bien, mais parfois on sous-estime à quel point il nous influence. En fait, c'est exactement ce principe qui fait que quand on dit à quelqu'un « Attends, t'es végétalien, mais tu portes des chaussures en cuir », eh bien la personne, elle se sent tout de suite mal. C'est parce qu'entre humains, on a un fort besoin d'être des personnes qui sont cohérentes et de le montrer. À l'inverse, c'est un principe qui est intéressant et qui peut vous aider à réaliser des objectifs. Par exemple, quand vous annoncez aux personnes « Bon, bah moi, l'année prochaine, je cours un marathon », vous allez l'annoncer à tout le monde, et bien tout d'un coup, par principe de cohérence, vous allez vous dépasser quand ça va être dur, vous allez vouloir continuer à vous entraîner pour le marathon parce que vous l'avez dit aux autres et que vous voulez rester cohérent avec cette décision. On peut essayer de retourner l'expérience, prendre cette décision de courir un marathon mais le dire à personne. Dans des cas, et bien en fait, ça va vous faire abandonner beaucoup plus facilement puisqu'au final, vous vous dites qu'il n'y a pas d'impact. Le principe de cohérence appliqué à la prospection, c'est simplement le fait que lorsqu'un prospect a affiché un état d'esprit ou un concept qui l'anime, eh bien, si vous arrivez à vous inscrire dedans, par cohérence, il y a plus de chances qu'ils suivent la lignée et qu'ils comprennent mieux votre argumentation. Ça, c'est le côté, je dirais, pédagogique et bienveillant du principe de cohérence. C'est-à-dire que quand on a compris les systèmes de croyance du prospect, si on est capable de faire preuve de pédagogie, c'est-à-dire que de lui expliquer notre concept par le prisme de son système de croyance, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour lui de rester cohérent et d'aller plutôt dans cette direction. Ce serait quoi maintenant le versant négatif du principe de cohérence? Le versant négatif, c'est assez simple, c'est le fait de vous faire formuler des oui préalables, de vous mettre dans une première démarche en entonnoir pour vous forcer à vous emmener petit à petit par cohérence, parce que vous avez dit une première fois oui à une petite action, puis une autre, à un grand oui final qui en fait est la vente. Et ça, vous le voyez en téléprospection parfois, il y a des sociétés peu scrupuleuses qui vont commencer par vous poser des questions très simples, vous allez répondre oui une fois, deux fois, trois fois, ça vous est sûrement déjà arrivé, pour en fait vous mettre dans une dynamique de cohérence, vous allez continuer à dire oui au prospect, au téléprospecteur, c'est un lapsus, jusqu'à la vente. Donc il faut faire attention à ça. Et pour illustrer le principe de cohérence, il y a deux expériences qui ont été faites et dont je voulais parler. Alors, la première expérience, elle est drôle. Dans la rue, on a demandé à une personne d'aller demander de l'argent à des inconnus. On a regardé combien il avait ramené au bout d'une heure. Donc la personne, elle va dans la rue, elle dit « Oui, bonjour madame, est-ce que vous auriez 2 € s'il vous plaît ?» Voilà, une petite 2 fois. Et puis ensuite, on change l'expérience, donc on mesure les résultats. Ensuite, on change l'expérience. Et la différence, c'est qu'avant de demander de l'argent, on va demander l'heure à une personne. Bonjour madame, est-ce que vous aurez l'heure s'il vous plaît? Il est 14 h. Est-ce que vous aurez une pièce de 2 € s'il vous plaît? Ce que les gens ont constaté, c'est qu'au bout d'une heure, la personne avait récolté 4 fois plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a dit oui à une première aide envers une personne qui ne coûte pas grand-chose, donner l'heure à quelqu'un. Et puis ensuite, par cohérence, quand on nous redemande un service, on va dire plus facilement oui à ce service. Alors, ce n'est pas une règle absolue et ce n'est pas de la magie, mais là, en l'occurrence, cette expérience, c'est frappant. Il y a quand même 4 fois plus d'argent qui a été récolté grâce à ça. La deuxième expérience, là aussi très intéressante, c'est le fait de formuler 2 demandes, une avec un principe justement de cohérence et l'autre sans. Donc par exemple, bonjour, est-ce que je peux vous passer devant dans une file d'attente? Et puis la deuxième expérience, bonjour, est-ce que je peux vous passer devant parce que, et n'importe quelle excuse derrière. Donc, ça peut être, est-ce que je peux vous passer devant parce que j'aime bien la glace? Bon. Et en fait, ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'il y avait 56% de chances en plus que la personne accepte quand on utilisait un parce que dans la phrase. Alors,
attention, j'ai pas dit qu'il y avait 56% de gens qui acceptaient, j'ai dit qu'il y avait 56% de chances que la personne accepte en plus par rapport, donc des chances en plus, par rapport au taux d'acceptation initial. Donc là encore, frappant de voir que parce que la phrase utilise un principe de cohérence, parce que, même si intrinsèquement elle ne l'est pas, quel est le rapport entre aimer la glace et passer devant quelqu'un dans une file d'attente, eh bien on obtenait de meilleurs résultats. Le troisième levier psychologique, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est très bien expliqué dans le livre, c'est le fait de quand on est au volant de sa voiture et qu'on arrive au péage, il y a une ligne où il y a plein de voitures et puis il y a une ligne qui est complètement vide et la plupart des gens ne vont pas aller dans la ligne vide parce qu'ils se disent que s'il y a plus de gens qui sont dans cette ligne, c'est qu'il y a bien une raison, ils ne vont pas aller voir et puis vous allez voir une voiture passer devant vous, aller toute seule à la ligne où il n'y a personne et passer devant le péage, puis ça va vous faire rager, quoi. C'est le principe de la preuve sociale qui va vous faire rager à ce moment-là et je vais vous les expliquer un peu plus en détail maintenant. Donc en fait, dans la preuve sociale, c'est un système que le prospect il va utiliser pour déterminer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. En fait, on va regarder comment le prospect il va regarder comment ses pairs agissent pour se demander, lui, quelle est la bonne attitude à avoir. Toujours sur ce même principe de se dire que si les autres le font, eh bien, c'est qu'a priori, il y a une bonne raison et je vais faire la même chose. Bon, alors là, typiquement, c'est très connu, mais il ne faut pas l'oublier, c'est l'impact des références dans les argumentaires de vente. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Mais est-ce que les gens savaient que c'était par preuve sociale? Alors, intuitivement, j'en doute pas. Après, derrière, être capable de poser un concept aussi, je pense que c'est intéressant et de se dire que c'est un vrai levier psychologique. Ça permet de jamais oublier de mentionner des références, que ce soit dans votre pitch de vente, dans vos rendez-vous, dans vos propositions commerciales, parce qu'évidemment, le prospect s'identifie, ça crée une route pour lui. Et il va se dire, si telle entreprise prestigieuse ou si telle entreprise qui me ressemble travaille avec ces personnes-là, je peux avoir confiance et ça va me donner envie d'y aller. Parfois aveuglément, hein, on l'a vu dans le principe moutonnier du télépéage. Le quatrième principe psychologique qui sous-tend des décisions d'achat, c'est le principe d'autorité. Alors là, c'est un principe encore qui souvent vient de notre enfance, c'est qu'on nous a appris quand on était plus jeune à respecter l'uniforme, les grades, etc., qui finalement reflètent une certaine forme d'autorité. Alors même si pour la plupart du temps, ça nous fait gagner du temps, évidemment, quelqu'un qui a le titre de docteur, on se dit qu'il a plus de connaissances qu'un autre. Certaines fois, ça peut nous jouer des tours. Alors pour l'illustrer, cette expérience très connue, l'expérience de Milgram dans les années 60, où on demandait à des sujets d'infliger des chocs électriques à des personnes sous commande d'une personne qui avait une blouse versus sous commande d'une personne qui n'en avait pas. Avec la blouse, malheureusement, les sujets étaient enclins à infliger des charges électriques qui étaient extrêmement dangereuses sans mettre en cause la décision, alors que quand ils le faisaient avec une personne qui n'avait pas de blouse, on se rendait compte que très vite, ils remettaient en cause la décision et ils arrêtaient d'infliger des chocs électriques à la personne. Et cette expérience a été faite en fait pour prouver notamment le concept du principe d'autorité. Alors le principe d'autorité en vente, comment ça se traduit? C'est simplement le fait de dire que si vous avez des brevets, s'il y a des personnes dites justement d'autorité qui parlent de votre produit, si vous avez des certifications, c'est bien d'en parler parce que comme ce sont des signes extérieurs d'autorité, ça va renforcer d'autant la confiance potentielle et la bonne perception que le prospect va avoir de vous. Le cinquième principe psychologique qui participe à la décision d'achat, c'est le principe de sympathie. Il signifie que quand vous êtes sympathique à une personne, elle va plus facilement prendre des décisions quand elle vous apprécie en votre faveur qu'à une autre. L'un des premiers facteurs qui influence la sympathie, c'est l'apparence physique. C'est triste, mais c'est vrai. Si une personne vous trouve beau, elle aura plus facilement tendance à vous prêter des qualités positives comme de l'honnêteté, de la sympathie, que si jamais la personne vous trouve moins beau. La deuxième chose, c'est la similitude. Si vous avez beaucoup de points communs ou que vous ressemblez même physiquement à la personne à qui vous adressez, vous avez également plus de chances d'attirer sa sympathie. Alors dans le principe de sympathie, il y a une méthode qu'on voit beaucoup qui est très courante, c'est le fait de flatter ou de faire des compliments un peu trop aux personnes pour attirer leur sympathie. Et là, il y a une expérience que je trouve incroyable et qui illustre vraiment bien jusqu'à ça. Alors je vous demande vraiment de faire attention avec ça parce que je pense qu'on ne peut pas résumer les résultats de l'expérience à une relation plus longue avec un prospect puis aux répercussions que ça peut avoir sur l'image de marque. Mais ils sont allés voir des personnes, donc il y a un sujet d'expérimentation qui va voir différentes personnes pour leur demander une faveur. Il va leur demander une faveur
Et puis un temps 2 sur un groupe pareil, homogène, même échantillon de personnes. Avant de demander la faveur, il va flatter la personne, mais de manière vraiment éhontée. Vraiment, c'est sûr que la personne se rend compte qu'elle est flattée et que c'est pas sincère. Donc ils finissent l'expérience 2 et puis les chercheurs avec leur blouse, ils vont voir les personnes et ils leur disent bon alors comment ça a été cette discussion, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez avoir été flatté? La personne dit bah évidemment c'était honteux comme j'étais flatté, bien sûr je m'en suis rendu compte, je sais que c'est pas vrai, etc., etc. Et donc ils se rendent compte qu'évidemment les gens le savent, ils savent que c'est honteux, ils apprécient d'ailleurs pas forcément. Mais ce qui est drôle, c'est que ce qu'ils ont constaté, c'est que quand la flatterie a été faite avant de faire la demande de faveur, et bien là encore, il y avait beaucoup plus de faveur. Ça veut dire que même quand on a conscience qu'une personne nous flatte, c'est-à-dire qu'elle nous fait un compliment auquel elle ne croit pas, eh bien peut-être que finalement on a tellement envie d'y croire qu'on finit par la trouver sympathique et accéder plus facilement à sa demande. En tout cas, c'est ce que cette expérience illustre. Je pense en effet que les gens aiment bien les compliments, que quand on pense quelque chose de quelqu'un qui est positif, avec parcimonie, il ne faut pas hésiter à le faire. En revanche, aller jusqu'à la flatterie, je pense que c'est une erreur à long terme. On peut créer un sentiment de déception, c'est vraiment pas utile, surtout quand on fait du B2B et qu'on cherche des relations à long terme. Donc, pour vendre intelligemment, je dirais que si vous avez une chose positive à dire à votre client, n'hésitez pas à le faire et il sentira si c'est sincère, mais j'irai pas au-delà. Et enfin, le 6e et dernier principe psychologique sous-jacent à la décision d'achat, eh bien, c'est le principe de rareté. Ce principe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on apprend qu'une chose est rare, eh bien, soudain, on a beaucoup plus envie d'y accéder, on se met à la désirer. Bon, là-dessus, il y a plein d'exemples très faciles. Vous allez dans un magasin, vous voyez une pièce qui vous plaît, disons une nouvelle table pour la salle à manger, et vous vous renseignez auprès du vendeur pour savoir s'il en reste. Vous dites que cette table est sympa, mais sans plus. Et au moment où le vendeur vous dit ah, on n'en a plus, tout est parti, bah, sans doute, tout d'un coup, vous avez l'impression d'être passé à côté d'une bonne affaire et vous vous mettez à vraiment avoir très envie de cette table. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez. C'est le principe de rareté. Il y a plein de marques aussi qui basent leur marketing sur la rareté. Je pense à Suprême qui lance des éditions limitées ou des choses comme ça qui font que tout d'un coup les prix s'envolent et les gens se mettent à vouloir cette paire de baskets parce que finalement elle est rare avec un prix et une valeur intrinsèque qui est similaire. Bon, là, on voit que le marketing ne se prive pas d'utiliser ce principe de rareté, ne manquez pas cette offre, tout va disparaître, pour créer un sentiment d'urgence et déclencher la peur de perdre chez les consommateurs. Donc, je résume ici les 6 facteurs psychologiques qui influencent la décision d'achat. Le premier, c'est la réciprocité, c'est-à-dire que si on vous offre quelque chose, vous vous sentirez obligé d'offrir en retour. Le deuxième, c'est l'engagement et la cohérence, qui dit que finalement, vous êtes prêt à beaucoup pour vous montrer cohérent face au monde. Le troisième, c'est la preuve sociale. Là, c'est se dire que si beaucoup de personnes agissent de telle manière, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Et de manière, en mouton de panurge, vous allez vous comporter un peu de la même manière. La quatrième, c'est l'autorité. Si cette personne importante a dit cela, c'est sans doute que c'est vrai. La cinquième, la sympathie. J'apprécie cette personne et du coup, je souhaite lui faire, j'ai plus de facilité à lui faire des faveurs. Et la dernière, c'est la rareté. C'est-à-dire qu'on veut beaucoup plus les choses qu'on ne peut pas ou plus difficilement avoir. Alors j'espère que d'avoir mis des mots sur ces concepts psychologiques, ça vous aide à comprendre certains mécanismes peut-être qui sont arrivés dans la vraie vie. En vente également, j'espère que ça peut aider au moins à réfléchir aux messages que vous envoyez ou au type de relation que vous voulez instaurer avec vos clients. Là, l'idée, c'est d'allier un fonctionnement dont vous êtes conscient avec votre honnêteté, votre intelligence et votre envie de bien faire. Pour en fait faire ce que moi j'appelle de la pédagogie, c'est-à-dire se mettre au niveau de son interlocuteur et dans sa référence à lui pour faire passer vos messages le mieux possible. Et si vous regardez ses références à lui, il y a ces 6 facteurs psychologiques qu'il faut prendre en compte. Moi, ces vidéos, je les fais parce que ça me fait plaisir, parce que je veux aider un maximum de commerciaux B2B. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur LinkedIn ou même les commerciaux chez qui je fais des formations ou du conseil. Donc, je sais que ces vidéos, elles vont aider. Ma vocation, c'est d'aider les gens qui ont envie d'être honnêtes, compétents, qui ont de bonnes intentions. C'est un outil comme tous les outils, on peut s'en servir pour le bien ou pour le mal. Donc, utilisez ces connaissances pour faire passer vos messages, pour vous rendre plus désirable. Mais attention à ne pas franchir, je ne veux pas être moralisateur, mais je pense que c'est important parce que c'est le message que je porte, la barrière de la manipulation ou de la technique de vente un peu vaseuse. Voilà, moi je pense que la règle c'est on ne vend pas à quelqu'un qui manifestement n'a pas besoin de ce qu'on lui propose.
Et si vous gardez cette règle en tête, vous ne risquerez pas de tomber du côté obscur de la force. Donc je vous fais confiance là-dessus. Et de ce principe-là, je prendrai toujours beaucoup de plaisir à vous faire des vidéos pour vous aider à mieux vendre en B2B. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, hop, vous allez être au courant quand vous irez sur YouTube. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 4 juin. Il reste un peu moins d'un mois pour finir le trimestre. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite pour ce Q2. N'oubliez pas que le Q3 se commence maintenant si vous voulez faire un beau troisième trimestre. Alors, n'hésitez pas et puis je vais vous donner des conseils bientôt pour vous aider à le faire.